Bonjour les abonnés de Zone Imaginaire, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 4e épisode des Actus de la Zone. En ce 3 mai 2023, je suis en présence de quelqu'un qui m'aide beaucoup dans la modération des commentaires, mais également dans les vidéos de Zone Imaginaire. Bonsoir Jenny, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va. C'est à partir de ce podcast que commence officiellement la saison 2 de Zone Imaginaire. Dernièrement, vous avez vu une bande-annonce. Cette saison 2 est très riche en interviews, que ce soit en audio ou en vidéo, en reportages et en découverte ou exploration de lieux légendaires, folkloriques. Avant de passer au dossier de cette édition, où toi, Jenny, tu vas nous présenter un type de film que tu adores, c'est-à-dire le folk horror, n'est-ce pas ? Oui, Je vais vous partager ce que Zone Imaginaire a fait en avril 2023. Je me suis rendu à la Mini-Jap Expo à Sals-le-Château dans le département des Pyrénées-Orientales. Cette manifestation a été organisée par Objectif Japan et le point jeunesse de Sals-le-Château. Alors, j'ai réalisé des interviews, des stands, mais des personnes qui étaient présentes comme la Viperis Team, la confrérie de Polaris, des cosplayers et cosplayeuses, dont Silver, que j'avais rencontré au premier festival Céré-Manga et que j'avais revu au 10e anniversaire de la librairie hybride à Perpignan. Et aussi le stand Quand je serai grand. Alors la Mini-Jap Expo, comme je l'ai dit précédemment, a été organisée par Objectif Japan, qui est un groupe d'adolescents qui a fait cet événement dans l'espoir de recueillir des fonds et des dons pour qu'ils puissent aller à la Paris Japan Expo de juillet 2023. Bon, ils ont réussi leur pari, ils ont récolté assez de dons et de finances. Je leur souhaite un bon voyage à Paris en juillet et également peut-être de faire une deuxième édition de la Mini-Jap Expo en 2024. Mais ça, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Nous vous partagerons l'information dès qu'on la saura. Cet après-midi, je me suis rendu au CGR à Rivesaltes, dans le département des Pyrénées-Orientales, où je suis allé voir la Viperis Team, qui était présente pour la sortie des Gardiens de la Galaxie volume 3. Donc il y avait les cosplays de Star-Lord, Rocket et Mantis. J'ai passé un bon petit moment avec eux, j'ai réalisé des photos et quelques petites séquences vidéo. Donc d'ailleurs, je salue la Viperis Team. Alors concernant la saison 2 de Zone Imaginaire, vous allez retrouver une interview de Mathieu, directeur de la librairie hybride à Perpignan, qui a fêté dernièrement ses 10 ans d'existence. Ensuite, un entretien avec les Crapios, qui a été réalisé au cours des Trobades médiévales de Perpignan en octobre 2022. Les personnes que j'ai interviewées au cours de la Mini-Jap Expo 2023. À partir de fin juin et tout au long de l'été, ce sera au tour des interviews des personnes que j'ai croisées au cours de l'Auxerre Galactic Days 2022. Donc là, vous allez avoir des podcasts, des vidéos d'auteurs de l'association Star Trek French Club, de l'association Syrian Légion, et également SG4F, c'est-à-dire l'association des fans de Stargate SG1, Atlantis et Universe. Bref, de nombreuses personnes vont passer dans la zone imaginaire. Mais attention, entre-temps, au mois de mai, il va y avoir d'autres tournages et enregistrements dans d'autres salons. Je pense d'ailleurs à la Katoukine les 27 et 28 mai à Villeneuve-de-la-Rahoux. Donc le programme peut changer en fonction des tournages réalisés. Alors Jenny, avant que tu nous parles de folk horror, oui je sais, je te fais attendre, pardon, je voulais revenir sur la page de couverture qu'il y a sur la page Facebook et sur YouTube par rapport à Zone Imaginaire. Alors de base, c'est un dessin qu'on a fait tous les deux. oui. C'est un dessin qui a été fait sur papier et puis qui a été ensuite retranscrit en 3D. Alors, c'est simple. Sur la droite, vous avez un vaisseau spatial et sur la gauche, vous avez un char carnavalesque. Alors, on va dire que c'est un vaisseau qui tire un char carnavalesque. Et ça représente les thèmes de la chaîne. Le vaisseau, la science-fiction, le fantastique, le char carnavalesque, le carnaval, le folklore, les traditions. Donc là, ce dessin résume tous les thèmes qui vous sont présentés sur la chaîne YouTube Zone Imaginaire. Bon ben, écoute, Jenny, c'est à toi maintenant. Alors, qu'est-ce que le folk horror ?
Déjà, je vais commencer par le traduire en français. On pourrait dire l'horreur folklorique. C'est un sous-genre de l'horreur qui est apparu petit à petit, sans être nommé pendant le 20e siècle, au cinéma et même bien avant dans la littérature. C'est un sous-genre dans lequel l'ambiance atmosphérique est beaucoup plus importante. Souvent, c'est relié avec l'environnement rural, le pouvoir de la nature et des croyances païennes versus le monde moderne et les religions populaires de l'histoire. Il y a trois films qui sont connus pour être des pionniers. Ils sont appelés la Trinité impie. C'est Le Grand Inquisiteur en 1968, La Nuit des Maléfices en 1971 et Le Dieu d'Osier, en 1973. C'est principalement des films britanniques. La plupart des films folk horror sont britanniques, mais il y a aussi une grande tendance en Asie du Sud-Est, mais aussi avec le temps en Australie et aux États-Unis. Il y a des films que les gens connaissent très bien, comme par exemple Les Enfants du maïs. Je ne me rappelle pas de la traduction littéraire en français, mais c'en est un. C'en est un qui est américain et folk horror. Toutefois, ce qui a mené un intérêt grandissant pour le sous-genre, c'était la contre-culture des années 60, les mouvements New Age et aussi occultistes pendant les années 60 et 70. C'est sûr que ça a inspiré beaucoup de films dans ces décennies-là. Dans les années 80, ça a commencé à perdre un peu d'intensité, on va dire. Mais même encore là, le folk horror n'était pas nommé. Hein. Ça a été nommé officiellement au début des années 2000, quand l'un des directeurs de films a nommé son film comme étant un film folk horror. Par la suite, c'est ça, c'est resté calme malgré quelques apparitions comme avec le projet Blair en 1999, qui n'était pas considéré comme folk horror, mais qui a tous les traits, qui peut en être un. Et dans les années 2010, il y a eu une résurgence peu à peu jusqu'à ce que Midsommar arrive. Et là, les fans ont commencé à découvrir vraiment ce qu'est le folk horror. Et à partir de là, les films folk horror ont commencé à se multiplier. Et pourquoi ce genre de film te plaît? Comme j'ai mentionné au début, ce sont des films d'ambiance atmosphérique. Moi, c'est ça qui me plaît. J'aime beaucoup les films slasher où tout est très flagrant. J'adore quand les films sont beaucoup plus subtils. On ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop si c'est surnaturel ou non, si c'est psychologique ou non. Et l'horreur folklorique est très bon là-dedans pour faire le mélange. On ne sait pas trop en fait. Et j'adore ça. Non, mais je sais que tu aimes bien les films d'horreur, puisque tu m'as montré toute la série The Conjuring. Oui. Quel film tu aimes bien de folk horror? Et pourquoi? Ben, Midsommar, parce qu'il m'a fait découvrir le genre. Même, j'en avais vu des films avant qui étaient folk horror, mais j'ignorais en fait. Même qu'à ce moment-là, je voulais voir des films beaucoup plus horreur, puis je trouvais ça presque frustrant de voir des films qui n'étaient pas assez horrifiants. Mais en découvrant Midsommar et également Hérédité, sorti en 2018-2019, ben, je suis tombé dedans. Et je suis tombé sous le charme et c'est devenu facilement un de mes sous-genres préférés. Je dirais qu'en plus de Midsommar et Hérédité, donc les projets Blair, c'est sûr que ça a marqué un peu mon adolescence. Il y a le film Men sorti en 2022 que j'ai trouvé intéressant aussi. Les films des années 60-70 me plaisent également, mais il y a un aspect, souvent, il y avait un aspect médiéval qui m'intéressait beaucoup moins. Mais ça fonctionnait pareil parce que dans l'aspect médiéval, c'était très religieux et l'aspect païen ressortait encore plus. Le contraste était très différent. Quelle est ta série préférée de folk horror? Pour le moment, et c'est pareil pour les films, hein, je suis encore en train de découvrir un peu tout, mais au niveau des séries, ça serait Le Troisième Jour qui s'est sorti en 2020 et qui consistait d'un ensemble de castes assez intéressant. Beaucoup ont comparé Le Troisième Jour au film Le Dieu d'Osier, mais en fait, dans le folk horror, on peut très bien facilement comparer. Mais c'est justement, si le sous-genre existe, c'est parce que il peut être plus variable dans ses nuances.
Le troisième jour, je l'ai beaucoup apprécié pour justement son ton très doux. Ça a l'air d'un drame, puis en fait, il y a des teintes de folk horror et des teintes de surnaturel qu'on s'attend même pas à voir. C'est flou, volontairement flou, et j'adore ça. Mais il était dit qu'il allait avoir une suite au troisième jour, non? Malheureusement, non, il n'y a pas eu de plan de suite. Tout ce que je sais en fait, c'est que la série principalement a été tournée en 2019 et quand la série a passé à la télévision en Angleterre en 2020, ils ont tourné une journée spéciale pour qui démontrait la vie en fait dans le village où ça se passe. C'était live. Ça durait, je pense, pratiquement 8 à 10 heures, quelque chose comme ça. Puis c'était nouveau. J'ai vraiment vu quelque chose du genre. C'était une expérience à vivre. Est-ce que Suspiria, c'est du folk horror? Non, ce n'est pas folk horror. Par contre, il y a un terme qui a été utilisé par les fans de folk horror qui s'intitule Urban Weird, WYRD. Et ce serait, disons, la version urbaine du folk horror et Suspiria pourrait alors en faire partie. Et il faut bien mentionner Suspiria, le remake, celui de 2018. Tu es aussi une grande fan de la série Twin Peaks. Alors, est-ce que Twin Peaks, c'est du folk horror? C'est pas vu comme du folk horror, mais il y a des éléments folk horror qui fait que ça aussi c'est très intéressant. Surtout quand on vient avec la thématique spirituelle des Autochtones et évidemment la Loge Noire. La fameuse Black Lodge. Ouais. Bon, sinon, comme tu le sais, depuis quelques semaines, je me suis mis à lire un manga qui s'appelle Die Dark ou Die Dark. Là, j'ai fini le tome 4 et j'attends avec impatience le tome 5. Ce manga est considéré comme de la dark fantasy. Alors, y a-t-il des différences entre le folk horror et la dark fantasy? Oui, c'est pas la même chose dans le sens où il y a une esthétique différente pour chacun. L'atmosphère d'un folk horror est très différente de l'atmosphère du dark fantasy. La dark fantasy est surtout aussi reliée à la fantasy. Et de ce fait, le but principal du dark fantasy n'est pas forcément de créer une crainte ou de faire peur. Tandis que l'horreur et le folk horror, eux, c'est pour inciter justement à avoir peur. Mais je dirais encore plus différent de l'horreur, le folk horror, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, c'est dans l'atmosphère. C'est creepy plus que épeurant. Toi qui vis à Montréal, au Québec, y a-t-il des courts-métrages ou des films québécois de folk horror? Bon, alors déjà, premièrement, et malheureusement, le Québec n'est pas connu pour ses films d'horreur, quoi qu'il y en a, mais pendant très longtemps, c'était un style et un genre qui était boudé par le public autant que les producteurs et les directeurs de films. Il n'y a pas donc de folk horror, mais on aurait le potentiel vu que le Québec est principalement rural et qu'il y a une présence en fait d'une ancienne culture, les Autochtones, et qu'on pourrait très bien jouer là-dessus sur ce niveau. Et c'est ce que je prévois faire. Parce qu'il pourrait parler du Wendigo. Oui, d'ailleurs, il y a un documentaire qui est récemment sorti qui s'intitule Woodlands Dark and Days Bewitched, qui mentionne le Wendigo comme faisant partie du folklore nord-américain. Et ça pourrait très bien en faire partie dans une histoire. Est-ce que tu aurais des groupes Facebook à conseiller aux personnes qui s'intéressent au folk horror? Oui, en fait, c'est un groupe Facebook qui a également un blog. Ça s'appelle le Folk Horror Revival, qui est vraiment une archive incroyable pour le folk horror. J'invite n'importe qui s'intéresse à ça à venir se joindre à nous et à s'informer. Tu as parlé des films, des documentaires, des séries, mais y a-t-il eu des livres qui parlent de folk horror? Oui, absolument. Puis en fait, ils ont commencé avant même le cinéma. Ce sont des livres qui ont beaucoup aussi inspiré le cinéma, c'est-à-dire que Le Dieu d'Osier, c'était un livre en premier lieu. Il y a un autre film qui s'intitule Le Rituel, qui vient aussi d'un livre, Folk Horror, c'est très intéressant.
Et il y a beaucoup d'auteurs en ce moment qui travaillent sur des courts textes, des nouvelles ou des romans folklore. Donc ça aussi, c'est grandissant, là. Et en France, y a-t-il eu des films de type folk horror? Alors, pas vraiment. Par contre, j'ai découvert qu'il y a un film qui pourrait être qui pourrait être un peu vu comme urban weird, et c'est Kandisha, un film de 2020 dans lequel c'est mêlé avec le folklore marocain, mais ça se passe en France. C'est curieux qu'il n'y en ait pas plus parce qu'avec tout le folklore des régions de France, il y aurait de quoi faire. Ah oui, il suffit vraiment de se concentrer là-dessus, mais j'imagine que c'est peut-être quelque chose qui est un peu moins français également, tout comme c'est moins québécois, mais ça serait faisable. C'est ce que je disais précédemment, il y a énormément de légendes et de folklore en France, hein, après avoir parcouru les régions de France d'un point de vue touristique, j'ai souvent vu des légendes de dragons, hein. Il y a qu'à regarder du côté de Tarascon, dans le département des Bouches-du-Rhône, il y a la Tarasque. De l'autre côté du Rhône, dans le département du Gard, à Beaucaire, il y a le Drac. Du côté de Nice, bon là c'est plutôt des légendes carnavalesques, il y a le Babaou, hein, qui représente les crues du Paillon, la rivière qui se jette dans la baie des Anges, du côté de Nice. Dans le département des Pyrénées-Orientales, il y a le Babao. Après, il y a aussi le Graouli du côté de Metz. Il y a énormément de légendes. Donc c'est étonnant qu'en France, ah oui, j'ai oublié bien sûr les mégalithes, hein, tous les menhirs, les dolmens, Crom Lake qu'il y a en France. Ils auraient de quoi faire, hein, ils auraient de quoi faire un bon film de folk horror. Absolument, parce qu'en plus, les mégalithes anglais sont bien connus pour faire partie des traditions folklore. Eh bien Jenny, je te remercie de nous avoir partagé ta passion autour de ce genre de film, folk horror. Mais merci de m'avoir accueilli et de m'avoir permis de parler de ce thème qui est largement inconnu dans le monde. Je vais vous partager à présent les événements où je vais me rendre, soit par la curiosité, soit pour zone imaginaire. Alors, le week-end qui arrive, les 6, 7 et 8 mai, se déroule dans le département de l'Hérault, à Valras-Plage, Valras Geek Festival. Et donc je vais m'y rendre le 7 mai, toute la journée je pense. D'ailleurs, j'y retrouverai la confrérie de Polaris. Le week-end du 27 au 28 mai, je serai à l'Akatoukin, qui se déroulera à Villeneuve-de-la-Raho, dans le département des Pyrénées-Orientales, organisé par l'association canétoise Féerique et Fantastique, et là j'y serai dans le cadre de Zone Imaginaire. Il y aura un reportage qui y sera réalisé, donc j'y serai les 2 jours. Et je tiens également à vous remercier, vous autres qui avez écouté l'épisode 4 de l'actu de Zone Imaginaire. Alors un petit message à celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Zone Imaginaire et d'activer la petite cloche pour recevoir les dernières actualités, notifications de sorties de vidéos ou de messages qu'il y a dans la partie communauté. Quant à toi Jenny, si un jour tu veux revenir nous parler de ta passion par rapport à la série TV Twin Peaks, tu es la bienvenue comme tu le sais. Et puis je te dis à bientôt dans la zone. Ben oui, à bientôt, au revoir. Au revoir.